Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Ce soir, nous parlons du Niger avec notre invité Innocent Pato, journaliste et analyste politique. Bonsoir Innocent Pato et bienvenue. Oui, bonsoir cher Guillaume, bonsoir chers téléspectateurs. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Niger. L'ambassadrice américaine présente ses lettres de créance aux autorités. Il faut dire que l'ambassadrice américaine en poste au Niger depuis la mi-août 2023 a présenté ses lettres de créance aux autorités nigériennes issues du coup d'État de fin juillet. Kathleen Fitzgibbon a remis donc ses copies figurées de ses lettres de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères, c'était ce samedi 2 décembre 2023. Alors, que comprendre de cette nouvelle étape franchie par les États-Unis dans leur relation avec le Niger? Oui, il y a lieu d'abord de rectifier ceci. Et ce n'est pas encore les lettres de créance, mais plutôt les copies configurées. Et dans un premier temps, l'ambassadeur nommé présente au ministre des Affaires étrangères, les copies configurées. Les copies configurées, c'est quoi? C'est la photocopie des lettres de créance que le chef de l'État lui a adressées. Oui. Et donc, que comprendre de cette situation, c'est que le processus des relations entre les États-Unis et le Niger vont dans le bon sens du terme, parce que aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les Américains qui avaient mis en veilleuse la nomination de Kathleen Fitzgibbon ont relâché le taux et concrètement, ça veut dire que dans les jours à venir, par rapport au protocole de l'État nigérien, l'ambassadrice des États-Unis va présenter ses lettres de créance aux autorités militaires en place. Et vous savez, vous connaissez un peu la politique américaine qui ne reconnaît pas ou qui ne reconnaissait pas du moins les régimes militaires. Oui. Mais dans le cas d'espèce, on a comme l'impression que les Américains avait un réalisme au départ, mais entre-temps, pour faire plaisir un peu à l'aggiornamento, pour être dans le contexte du temps, on fait step back, c'est-à-dire qu'on repliait un peu pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas le régime militaire en place. Sinon, dès le coup d'État à Niamey, ils ont dit ils prennent acte. Contrairement aux Français qui avaient dit qu'ils condamnaient ouvertement le coup d'État en place. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les relations ont repris de plus belle, et sinon sont en train de reprendre de plus belle entre les États-Unis et Niamey. On doit aussi dire que concrètement, les Américains ont joué de la réelle politique par rapport à leur principe de ne pas reconnaître les États militaires, les régimes militaires. Ils sont obligés par rapport à la réalité de se dire, attention, si on ne fait pas précaution, si on ne prend pas nos responsabilités, quelque chose de dangereux risque de nous arriver. Et ce danger c'est quoi? C'est qu'en face, le terrain peut être libre et il y a la Russie qui est à côté. Et je l'avais dit dans une de vos émissions ici que le Niger se présente dans la posture d'une fille qui est pauvre, peut-être un peu sale entre griffes, mais l'homme intelligent, l'homme malin viendra faire la cour à cette fille, la laver proprement, lui mettre de beaux vêtements, et cette fille, si vous la voyez, elle dépasserait toutes les misses du monde entier. Donc le Niger se retrouve dans cette posture, et les Américains ont dû jouer ce qu'on peut appeler aujourd'hui de la réelle politique. Alors, cette posture des États-Unis n'est-elle pas déjà envisageable quand on sait qu'au lendemain du coup d'État, malgré la condamnation, les Américains avaient quand même envoyé leur ambassadrice à Niamey? Oui, c'était dans la norme des choses, c'est ce que je viens de dire. Dès le départ, les Américains ont dit, nous prenons acte de ce qui s'est passé à Niamey. Ce n'était pas les civils qui ont fait le coup d'État, c'était des militaires. Mais contrairement à leurs principes, mais par rapport à la situation, par rapport au contexte international, vous avez le Mali à côté, vous avez le Burkina qui est là. Et là, il y a Wagner. Et derrière, qui dit Wagner, qui dit les Russes derrière. Et donc, les Américains vont-ils prendre le risque de laisser le Niger encore à la Russie? Et donc, ce à quoi ils ont joué très rapidement à la prudence pour dire, nous prenons acte. Et maintenant, en prenant acte, ça ne veut pas dire qu'ils sont contents du régime militaire. La preuve, d'ailleurs, le 7 août, le numéro 2 de la diplomatie américaine s'était rendu à Niamey pour discuter avec les autorités. Ah oui. Mais à son retour, elle a été clair que les autorités militaires n'étaient pas prêts à lâcher prise, mais qu'ils ont conscience du risque
que représentait une possibilité de céder leur régime ou bien de laisser faire une ouverture à Wagner, par exemple. Alors, les États-Unis avaient condamné le coup d'État de juillet et suspendu toute leur coopération civile et militaire avec les nouvelles autorités nigériennes. Cette nouvelle étape franchie marque-t-elle la fin de cette suspension? Non, en fait, disons que cette suspension n'était que diplomatique à mon sens, parce que on dit que nous avons suspendu toute coopération civile et militaire. Mais quoi, à contrario, vous avez les militaires américains qui aidaient l'armée nigérienne. Parce que depuis le coup d'État, il y a des survols tous les jours au-dessus du sol nigérien pour essayer pour ne serait-ce que la surveillance, pour voir l'état de situation des mouvements des terroristes. Et donc, quoi qu'on dise, le Niger était une base très très sérieuse, très délicate pour l'armée américaine. Et je dois vous dire que elle ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, cette coopération entre les États-Unis et coopération militaire entre les États-Unis et le Niger. Et peut-être même que vous ne le savez pas, mais elle existait avant la présence française sur le territoire nigérien. Alors, les Américains, justement, ont une base au Niger avec quelques 1300 hommes qui, finalement, n'ont pas quitté le Niger comme l'ont fait les Français et les autres puissances. Pourquoi cette posture tenue par les États-Unis depuis le coup d'État? Non, on s'attendait à ce que tout le monde quitte, surtout les Occidentaux qui avaient condamné le coup d'État. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Vous quittez cette belle fille qui est le Niger parce qu'elle est sale, parce qu'elle est dirigée par la junte militaire. Vous perdez beaucoup. Et donc, les Américains étaient dans le rôle de l'homme prudent qui voit le danger de très loin et n'ont pas fait comme les autres. Aujourd'hui, appelons un chat, les Français, je me demande, est-ce qu'ils ne sont pas en train de regretter sérieusement leur prise de position à la va-vite? Parce que, quoi qu'on dise, les militaires, ils sont en place. Le retour des Américains veut dire que, écoutez, vous avez carte blanche désormais et les choses vont aller pour de mieux dans ce pays. Et donc, disons que la présence américaine, comme je le disais tantôt, elle ne date pas en fait d'aujourd'hui. Et le contingent américain fait 1300 hommes, comme vous le dites bien, et la base d'Agadez, ça fait 25 km². 25 km². Et donc, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. C'est la base où ils ont les drones. Les drones armés, c'est-à-dire que les drones de surveillance pour les autres, mais ici, les drones là sont armés, donc ils peuvent faire des opérations de frappe. Et ils ont même la base aérienne avec les avions de transport, les C-17. Ce retour américain, disons-le ainsi, réconforte-t-il les autorités issues du coup d'État au Niger dans leur position? Ouais, les autorités à Niamey ne pouvaient pas demander plus que ça. D'ailleurs, les médias au Niger en ont fait chou gras. Et donc, c'est dire que franchement, ça relance les autorités nigériennes dans ce qu'elles font. Et ça doit faire réfléchir deux fois de l'autre côté, du côté européen. Et vous suivez l'actualité, vous avez vu quand, entre-temps, tout récemment d'ailleurs, quand l'Union européenne a voulu mettre encore les projecteurs en sens négatif sur Niamey, vous avez eu l'attitude des autorités nigériennes pour dire, écoutez, si vous nous traitez de malpropres, ok, nous aussi nous avons quelque chose à défendre. Nous allons abroger cette décision qui permettait de limiter la circulation des immigrants sur notre territoire. Et cette décision, j'avoue que elle doit faire réfléchir suffisamment l'Union européenne. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas déjà des discussions, des tractations de couloir pour essayer de voir dans quelle mesure on peut, disons, faire un mariage de fortune? Relations américaines avec les nouvelles autorités nigériennes, comment peut-on les envisager? Plus bonnes que celles qui existaient déjà? Non, tout dépendra de ce qu'on mettra dans la balance. Mais je crois que, vous m'excusez, je crois que depuis toujours, les relations entre Niamey et les États-Unis ont été bonnes. Il n'y a pas que sur le plan militaire. Parce que quand tu prends en 2022, l'aide américaine par le biais de l'USAID, qui est l'équivalent de l'Agence française de développement, est de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars pour la santé, l'éducation, l'agriculture. Vous voyez, donc les Américains en sont beaucoup pour le Niger. Et cela s'explique par le fait que la position stratégique du Niger tient à cœur aux Américains parce que, écoutez, si le Niger peut servir de terreau pour le terrorisme, les Américains sont dans la merde. Parce que le terrorisme, c'est vrai, il peut pousser à Niamey, mais aller
opérer très très loin du Niger. Et donc c'est en ce sens que les Américains ont fait de cette place une place stratégique et ne sont pas prêts à quitter du jour au lendemain. Et je l'avais dit tout à l'heure par rapport aussi à la position des pays avoisinants. C'est vrai qu'ils sont maintenant dans un ensemble. Il y a le Mali, le Burkina qui sont avec Wagner. Et donc, laisser le Niger encore à Wagner, ça veut dire que toute la zone est laissée à la Russie. Parce que qui dit Wagner, dit la Russie. Voilà. Les Américains, nous reviendrons tout à l'heure sur l'aspect militaire, présence de Wagner, présence des Américains au Niger, mais dans un premier temps, les Américains avaient demandé un retour à l'ordre constitutionnel, un rétablissement du président Bazoum ou peu après sa libération. Où en est-on finalement avec toute cette demande? Est-ce à dire qu'avec cette nouvelle étape de franchie, on reconnaît que Bazoum ne viendra plus au pouvoir, on reconnaît que ce n'est plus la peine de demander un retour à l'ordre constitutionnel qu'il faut faire avec les nouvelles autorités? Je crois que les Américains ont fini par comprendre raison que ce n'est pas possible. C'est une position ou une décision non négociable pour les autorités nigériennes. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, après un coup d'État, mais attends, celui pour qui on lutte, quand il va revenir, quelle image il aura? Et donc, c'est une position irréalisable. Donc, les Américains ont compris que ce n'est plus possible. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, en août, il y a le numéro 2 de la diplomatie américaine qui était allé, qui a mené des tractations. Et l'arrivée de la numéro 2 coïncidait avec la nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nigérienne, qui a dû jouer d'ailleurs beaucoup pour la suite de la diplomatie entre les deux pays, parce que cet officier a été formé aux États-Unis et à l'époque, il était chef des opérations spéciales. Et il a fait une formation avec les éléments de la force spéciale des Américains et il a eu à diriger les forces spéciales au Niger. Et là, je fais une parenthèse pour saluer ici, sur ce plateau, les propos de l'ambassadeur Kagame qui disait qu'en fait, croyez-moi, ce n'est pour rien que la CEDEAO ne peut pas aller au Niger parce qu'il y a les Américains qui sont là-bas. On ne va pas les laisser. Et parallèlement à cette position de la présence des Américains, vous voyez que les forces nigériennes ont dû subir des formations nécessaires, indiquées pour affronter n'importe quel danger. Et donc, il y avait tout ça là que la CEDEAO, que nos autorités au niveau de la CEDEAO n'avaient pas pris en considération et ont déclaré à la va-vite qu'ils pouvaient aller frapper à Niamey pour remettre Bazoum en selle. Les relations suspendues dans le cadre de la coopération peuvent-elles réintroduites ou bien relancées avec cette nouvelle étape franchie avec la présentation des configurés des lettres de créance? Oui, je crois que, je l'ai dit tantôt, tout va dans le bon sens du terme. Du moment où il y a un nouvel ambassadeur, ça veut dire que... Ça, l'aide à la coopération pourra-t-elle être établie en principe, d'une manière ou d'une autre. Ouais, on pourra l'appeler assistance ou quelque chose. Il y a le langage diplomatique pour appeler un chat un chat. Et donc, de toute façon, ça va reprendre. Vous savez qu'actuellement, au Niger, ce n'est plus ça. Ce n'est pas ça, parce qu'il y a la pauvreté, il y a la misère. Et ça, renforcé par l'embargo décrété par la CEDEAO. Donc, la vie ne doit pas être du tout aisée. Et ça, très rapidement, avec la présence de Madame l'ambassadrice, je crois que tout doit aller très rapidement dans pour un meilleur survie de la population nigérienne. L'USAID, la coopération alimentaire et autres. Donc, c'est des éléments qu'il faut déclencher très très rapidement pour soulager la misère de la population à Niamey. Et si les Américains remettent en œuvre ces processus, pourront-ils faire pression sur les autres États ou du moins plaider pour que les autres États retrouvent leur coopération avec le Niger? Je crois que, tout dépendra de ce qu'ils ont dans le partenariat, dans cet accord entre le Niamey et Washington. Mais je crois que les Américains, quoi qu'on dise, par moment, mettent le droit à l'assistance humanitaire en jeu. Et au nom de ce principe, ils pourront servir d'ambassadeurs pour le Niger auprès des autres pays de la CEDEAO afin que cette histoire d'embargo soit levée très très rapidement. Parce que très sérieusement, le peuple nigérien à Niamey, ce n'est pas tellement ça. Il y a la misère, il y avait la misère, et ça renforcé aujourd'hui avec l'embargo et les positions de certains pays de la CEDEAO. Donc la vie ne doit pas être du tout aisée, et vivement que cette reprise, ce renforcement de coopération avec la nouvelle ambassadrice puisse augurer des lendemains meilleurs. Nous revenons sur l'aspect sécuritaire et militaire.
La reprise, vous le disiez tout à l'heure, était aussi à cause de Wagner. Est-ce à cause de Wagner ou d'une présence russe qu'on craindrait que les Américains reviennent ou plutôt par conformisme à leurs principes? Parce qu'on sait qu'au début, ils avaient condamné le coup d'État, ils avaient pris acte, ils ont annoncé effectivement qu'il y avait coup d'État quelques mois plus tard, et finalement, leur ambassadrice présente les conflits configurés, des legs de créance. Est-ce par principe ou par crainte de Wagner? Non, si c'est par principe, les Américains ne reviendraient pas sur leur position. Je dis, c'est une question de réel politique. Voilà, ça c'est nos principes. Nous n'acceptons pas les régimes militaires. Voilà, ça fait partie de notre doctrine. Nous n'acceptons pas les régimes militaires. Mais en face, il y a Wagner qui est là, qui en fait est une menace. Menace en quel sens? Pour qui? Oui, menace en ce sens que, voilà, il y a un premier pays, le Mali, il y a un second, le Burkina. Et si on laisse le Niger avec sa superficie à la Russie, ça veut dire que nous perdons beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on fera de ces 1300 hommes qui sont sur le territoire nigérien? Vous voyez un peu. Et donc, il vaut mieux et voir la réalité en face et jouer avec cette réalité. D'où cette position américaine. Dès le départ, la preuve d'ailleurs, à la veille du coup d'État, il y avait le chef de la diplomatie américaine qui était allé au Niger et qui a apprécié l'évolution des choses. Et les choses, en leur expression, en leur langage, définiraient que leur relation par rapport avec la coopération militaire et civile avec le Niger. Et ça, l'ambassadeur, enfin le chef de la diplomatie américaine, a été allé saluer cela. Et subitement, il y a eu le coup d'État. Maintenant, après le coup d'État, ils ne l'ont pas condamné. Ils ont dit, nous prenons acte. Nous prenons acte, c'est une façon de dire, ok, vous êtes libre de faire ce que vous faites. C'est vrai, nous ne sommes pas pour, mais ça ne nous dérange pas non plus. Voilà, c'est mon interprétation. Et pourtant, ils ont suspendu la coopération. Oui, ils ont suspendu, c'est chemin faisant. C'est chemin faisant pour ne pas dire, écoutez, c'est vrai, nous sommes les partisans de la démocratie, nous sommes contre les régimes militaires, et malgré cela, nous avons permis à ce que les choses aillent dans ce sens. C'était du langage diplomatique, je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi ils n'ont pas fait replier les militaires qui étaient en place? Ils ne leur ont pas demandé de partir. Écoutez, nous avons suspendu la coopération civile et militaire. Ok, nous allons faire un échéancier afin que nos militaires repartent. Le temps de voir un régime civil s'installer, mais ils ne l'ont jamais fait, ils ne l'ont jamais dit. Et ils continuaient leur activité comme si de rien n'était. Il y avait toujours la surveillance de l'espace aérien nigérien. Et il y avait des patrouilles aériennes avec l'armée nigérienne. Donc ça veut dire que d'une autre manière, ou diplomatiquement parlant, la coopération continue. Alors, que représentent aujourd'hui ces pays du Sahel? Je veux parler du Niger, du Burkina, du Mali, aux yeux des puissances étrangères comme les États-Unis, pour que dans des situations pareilles, on laisse tomber ce qui est fait de façon normale pour parler de ce que vous dites, vous appelez pas réel politique. Oui, je voudrais dire ceci. Tout dépendra du sérieux que les nouvelles autorités dans ces trois pays vont afficher. S'ils affichent un très bon comportement, ça va faire trembler sérieusement le monde entier. D'ailleurs, vous avez l'AES qui fait trembler déjà. Parce qu'on se dit, voilà, ces trois pays qui vont ensemble, qui ont décidé d'une certaine pratique, parce que, écoutez, désormais, nous ne serons plus des bébés à qui on viendra intimer des ordres. Nous savons ce qui est bon pour nous. C'est à nous de décider ce que nous voulons faire de nos pays. Et donc, vous voyez que déjà, il y a un sérieux qui se fait. Et par rapport à ce sérieux, et si, entre-temps, les Américains, ils laissaient le Niger aux mains de la Russie, vous voyez ce que, stratégiquement parlant, ça peut faire pour la Russie, de gérer le Mali, de gérer le Burkina, de gérer le Niger. Vous voyez en termes de superficie ce que ça fait, en termes de ressources aussi ce que ça fait. Justement, stratégiquement parlant, que représente ce territoire? Je veux parler Mali, Niger, Burkina, pour la Russie, pour la France, pour les États-Unis. Non, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Pour le sous-sol? Le sous-sol, en priorité, parce que en fait, les États n'ont pas d'amis. Ils ne viennent pas parce que les gens meurent. Et la preuve, ils sont allés en Israël. Ils sont allés dans la bande de Gaza. On tue les gens là-bas. Ce n'est pas ça leur priorité. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire? Oui, Israël a le droit de se défendre. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré, ils ne le diront jamais. Parce qu'ils ne veulent pas énerver Israël. Ils ont leurs intérêts là-bas. Ils viennent au Niger
Ce n'est pas parce que la population au Niger souffre, hein, c'est parce qu'il y a le sous-sol, il y a l'uranium, il y a des réserves d'or au Mali. Et donc, tous ces éléments du sous-sol-là, il y a la fatalité des minéraux qui fait que ces gens-là, ils sont obligés, malgré leurs principes, démocratie, droit de l'homme, droit de quoi, je ne sais pas, ils sont obligés de venir. Voilà. Bon, disons que là, on ne peut que saluer cette situation qui vient de se présenter par rapport à la présentation des copies configurées et vivement que le calendrier des autorités nigériennes devrait permettre à ce que très rapidement Madame Kathleen Fisbon puisse présenter ses lettres de créance en bonne et due forme au président Tiani, qui est un militaire qui, malgré le principe des États-Unis de ne pas reconnaître les régimes militaires, ont été obligés ou sont obligés de reconnaître un régime militaire. Et qu'est-ce que cette nouvelle posture change pour les États-Unis ou pour le Niger? Non, ça fait sourire un peu ceux-là qui pensent que les États-Unis avaient déjà soulevé le bâton ou bien l'épée de Damoclès sur les autorités nigériennes. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont rompu la coopération, donc ça devait amener le général Tiani et ses hommes pour dire, écoutez, oui, parce que maintenant on a dos au mur, venez. Mais non, ils ne sont pas laissés faire, c'est des hommes responsables qui savent ce qu'ils cherchent pour leur pays, qui savent où sont les intérêts de leur pays, et donc ils les ont laissés venir. Maintenant, c'est les Américains qui sont revenus vers eux. Et donc, ils seront obligés de suivre un peu, bon, de toute façon, ils feront halp, comme on dit, moitié-moitié, pour essayer d'aller vers une meilleure coopération, une coopération qui tient compte des réalités du pays, qui tient compte du développement par rapport au programme, par rapport aux objectifs de général Tiani et de ses hommes. Innocent Pato, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que retenir de cette cérémonie de présentation des copies figurées plutôt des lettres de créance de l'ambassadrice américaine au ministre nigérien des Affaires étrangères? Non, disons que c'est une très bonne chose, une chose qui explique que entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. C'est vrai qu'on n'a pas envie des régimes militaires, mais les militaires, ils sont pas des oiseaux, ils sont pas des animaux, c'est des êtres humains comme nous. Et si c'est des militaires qu'il faut pour le développement de ces pays, ou c'est des militaires qu'il faut pour montrer la voie à suivre aux autres pays, on ne peut que saluer cela. Et j'apprécie beaucoup le bon sens du côté américain de nommer son ambassadrice à la personne de Kathleen Fisbon, qui a beaucoup d'expérience en ce qui concerne le continent africain et qui pourra beaucoup jouer pour ce pays, le Niger. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Merci beaucoup à vous, Innocent Pato, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regard Croisé.